Je tenais à lui offrir ça vu qu'il était pas là. On est très heureux d'avoir ce soir avec nous Louise Courvoisier pour ton premier film, 20 dieux. Voilà, dont je crois que tout le monde a entendu parler, parce qu'au vu du nombre d'entrées, c'est quand même c'est des événements un peu dans les années cinéma. Je crois, au niveau du nombre d'entrées, je crois qu'on est bientôt à 950 000 entrées. Je crois. Oui, presque 1 million d'entrées. Ce qui n'était pas ce que tu avais prévu au départ. Non, alors moi, je n'avais pas prévu grand-chose au départ. Bon, déjà, je suis trop contente d'être là. Je découvre cet endroit qui est, je trouve, magique. Ouais, non, alors je ne m'attendais pas du tout à rien, en fait, parce que moi, comme j'ai fait ce film dans le Jura, là où j'habite, là où j'ai grandi, là, et j'ai fait ce film, tout le monde m'a dit que ça n'allait pas marcher. Et d'ailleurs, j'ai un peu eu du mal à avoir le financement au début, parce qu'il n'y avait pas de casting professionnel, enfin pas de casting connu. C'était un film sur le fromage dans le Jura, enfin il y avait peu de chances que ça marche et voilà, et on a et en fait le film a touché à un endroit, enfin tout le monde était très surpris, les distributeurs les premiers qui sont censés donc faire tous les calculs pour s'imaginer combien d'entrées va faire chaque film et faire la promotion un peu en fonction. Et là, je crois que ça a pris un peu tout le monde par surprise. Moi, j'ai une petite théorie, c'est que je me dis, il y a eu la grève des scénaristes américains, ils nous ont laissé un peu plus de place. Oui. Peut-être qu'on a bénéficié. Ça a été un facteur, peut-être pas négligeable, mais bon, voilà. Mais toi, tu tablais sur combien ? Ça aurait été quoi une réussite ? En fait, moi, ce type de film, qu'on se fasse une idée un peu. Moi, j'ai un problème, c'est que j'ai du mal une fois que ça dépasse les trois chiffres, là, pour moi, c'est comme quand on me dit cette ville est grande, elle a tant d'habitants. Je suis là, bon, je vois pas la différence entre. Enfin voilà, je suis nulle pour estimer des choses. Et en fait, moi, j'ai tendance à ne rien. Anticiper ou ne rien espérer, voilà, j'ai peur de trop me projeter, donc je me disais moi j'espère que les autres vont être contents, que les producteurs vont être contents, que les distributeurs vont être contents, mais j'avais pas d'attente et j'ai compris après ce que ça voulait dire, le nombre d'entrées, qu'est-ce qui était bien, qu'est-ce qui était moins bien, et j'ai vu que les gens étaient très contents, donc je me suis dit que c'était une bonne nouvelle. C'était une bonne nouvelle, donc j'imagine que ça va te permettre de faire un deuxième long métrage. Non, et en fait, c'est quand même ce qui était très important pour moi, et je pense que ça aurait été une petite défaite si ça n'avait pas été le cas, c'est que c'est vraiment un film qui parle du Jura et de cette ruralité que je connais bien, de cette jeunesse-là. Et si les gens de la région ne s'étaient pas sentis invités à venir voir le film, pour moi, ça aurait été peut-être un petit échec. J'avais quand même vraiment envie que le film soit quand même populaire, accessible et qui touche aussi un public moins cinéphile, moins habitué à aller au cinéma voir des films d'auteur. Et si le film n'avait pas du tout touché ce public-là, j'aurais peut-être été un petit peu triste. Petit peu déçu. Voilà. Et alors comment il a été reçu donc vers chez toi, dans le Jura, comment les gens se sont... Très, très bien, et en même temps je pense que les gens étaient surpris parce qu'ils n'ont pas l'habitude eux-mêmes de se voir représentés comme ça. C'était quand même un peu surprenant et je montre aussi les endroits qui frottent un peu, qui ne sont pas forcément toujours très agréables à voir. Je montre une jeunesse que les gens ont plutôt tendance à vouloir cacher. Je pense qu'il y en a beaucoup qui auraient aimé que je montre plutôt les agriculteurs qui ont réussi un peu la modernité et moi je montre plutôt ceux que tout le monde veut cacher. Donc c'était risqué, mais en fait les gens se sont quand même sentis invités et ça a très bien marché. Je pense que c'est aussi notamment parce qu'on a fait une grosse promotion dans le Jura, on a fait une grosse tournée. On allait vraiment on n'a pas du tout été dans les grandes villes pour faire les avant-premières. On a été dans les salles des fêtes à côté de chez moi, dans les petits villages et tout ça, pour vraiment aller sensibiliser les gens aussi du coin qui vont pas au cinéma à venir voir le film. Et je crois que ça a très bien marché. Et ils se sont sentis très invités aussi parce qu'ils ont participé activement au film. La moitié de l'équipe était jurassienne. Une grande partie n'était pas qualifiée pour faire du cinéma, mais est quand même venue travailler sur le film. Et ça a été vraiment ça, parce que moi j'habite là-bas, donc je ne voulais pas non plus que ce soit une équipe parisienne qui vienne, qui tourne et qui repartent, et puis ensuite on laisse les gens. Je voulais qu'il y ait un vrai mélange, et j'ai vraiment travaillé fort pour que ça existe, ce mélange-là, et que les gens se sentent vraiment faire partie du projet. Mais donc ça a aidé à leur donner aussi envie de voir le film, quoi. Mais ça, c'est vraiment pas une vieille question du cinéma, mais les questions que se pose aussi la nouvelle vague aussi, et comment, quel impact un film ou le tournage d'un film a sur un territoire, sur l'endroit où on le filme, et
comment les moyens de production disent beaucoup du film aussi. Et toi, c'est vraiment un enjeu, c'était une vraie question. Il n'était pas question pour toi d'arriver avec ton équipe parisienne et d'arriver là un peu hors sol et puis d'avoir une idée. Oui, puis je sais que ça peut être aussi assez violent parfois parce que c'est très éphémère, c'est des gros enjeux financiers. On n'a jamais assez d'argent, donc on est stressé par le temps, on est stressé par l'argent en permanence sur un tournage, et ça je le savais. Et pour les gens qui ne sont pas habitués à cette pression, à cette tension-là, ça peut être aussi un peu violent, et c'est court. Donc après, on laisse les gens dans cette adrénaline-là, et tout le monde s'en va, et ça peut être difficile de se retrouver après, et ça a été le cas pour certains quand même. Cette expérience était tellement intense aussi pour beaucoup. Mais comme moi, je travaillais avec des acteurs non professionnels et de la région, j'avais une grosse responsabilité qui était quand même très jeune aussi pour la plupart. J'avais une énorme responsabilité de bien les accompagner dans cette aventure-là et de ne pas leur faire violence, malgré le fait qu'ils n'avaient pas du tout les codes du milieu. Et ça, c'est tout un... Je ne savais pas comment faire, mais j'étais très consciente que c'était mon plus gros challenge sur le film. Donc j'ai fait ce que j'ai pu, mais j'étais en conscience de ça en permanence, quoi. Parce que tu parles aussi du casting que tu fais, des personnages que tu as choisis, et ces personnages qui étaient présents dès l'écriture. Et tu as fait un casting et apparemment tu as trouvé des personnes qui correspondaient à ces personnages. Il y avait quelque chose d'assez précis de l'ordre de la rencontre, quoi. Mais parce qu'en fait, c'est vraiment un film de personnages. Il y a des films où je pense que c'est plus facile de trouver un comédien qui ressemble un petit peu, puis ensuite de composer avec en fonction du type de film qu'on fait. Et moi, comme c'était tellement précis... c'est vraiment un film de personnages et c'est ça qui m'intéresse, c'est vraiment l'énergie. Comme chez Toton, il devait y avoir cette nervosité, en même temps cette fragilité qui soit évidente, et en même temps ce corps un peu chétif, et en même temps cette beauté, en même temps ce côté imbimé, en même temps ce côté enfantin. Enfin, il y avait vraiment un espèce d'ensemble, de cocktail, où si j'avais pas ça, j'avais pas le personnage, quoi. Et ça, je le savais, donc c'était une longue recherche, et c'est pour ça que j'étais aussi très présente au casting. J'ai travaillé d'abord beaucoup avec Léa Gallego, qui est aussi une amie, qui n'était pas directrice de casting, mais je savais qu'on pouvait se faire confiance sur notre regard sur les gens et sur comment les aborder aussi, et qu'on allait faire équipe là-dedans. Donc on a vraiment travaillé très longtemps, été voir beaucoup de monde, et c'est vrai que c'était assez fou, comme quand on rencontre nos personnages, on le sait tout de suite, et on n'a pas d'autre option que celle-là. Enfin, moi, Clément Favreau, il y avait, c'était une personne. Il y avait peut-être une autre personne que je pouvais envisager, mais c'est sur des centaines de gens qu'on voit en casting. En fait, on n'en envisage qu'un, parce qu'il n'y en a qu'un qui incarne exactement ce cocktail-là qu'on cherche. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est que je fais ce petit cadeau là dans les bonus d'avoir le casting, et je trouve ça très instructif. J'hésitais presque à le passer le casting de Clément, parce que tu lui poses des questions, mais on sent que tu prépares déjà, tu commences à mâcher un peu déjà le personnage, des questions intimes, et au-delà de sa façon de bouger, sa vie, quoi, comment il vit, comment il passe ses week-ends avec ses amis, et déjà en filigrane comme ça, on dessine le personnage que va être... on devine déjà Toton à travers lui, son vécu, quoi. En fait, c'était ça qui était assez fou, c'est que la première fois que je suis allée le voir et que je lui ai proposé un casting, il m'a dit non, ce qui ressemblait déjà au personnage de Toton, donc c'était déjà bon signe qu'il me refuse le premier casting. Puis après, qu'il se laisse faire petit à petit, et en fait, la première rencontre où on a vraiment discuté avec lui, il nous regardait à peine dans les yeux, il regardait son tracteur, il était concentré, il parlait à son chien, enfin, c'était une espèce de boule de nerfs comme ça, où il n'avait pas du tout envie de jouer dans un film, il savait pas trop ce qu'il faisait là, mais du coup il débordait d'un espèce de naturel comme ça, qui le dépassait complètement, mais qui était fascinante à regarder. Et c'est marrant parce qu'on posait les questions à deux avec Léa, mais c'était quand même beaucoup elle qui posait les questions, parce que moi je filmais et j'aimais juste le regarder, je regardais ses gestes, je regardais son regard, comme justement il était tout le temps dispersé, et c'est tout ce qui lui échappait qui le rendait assez magnifique, quoi. Mais c'est ça, parce qu'en plus ce sont vraiment des questions sur ce qu'il fait de ses week-ends, l'intimité, s'il a une petite copine, le rapport au sentiment, toute la pudeur, et on lit vraiment déjà tout ce qu'il ne dit pas, et tout ce qui fait la richesse de l'épaisseur de son personnage, quoi. D'où l'importance d'être là, moi, à chaque première rencontre, parce que c'est là où il y a tout qui... En fait, la plupart du temps, on les faisait pas du tout jouer à la première rencontre, parce que moi, je me disais, c'est trop déstabilisant pour eux de les mettre
dans des conditions de jeu alors qu'ils n'ont rien demandé pour la première fois dans un casting et tout ça. Donc en fait, souvent, je savais déjà dès la rencontre, avant même de les avoir fait jouer, j'avais déjà une petite notion de comment ils allaient être face à la caméra, de ce qui m'intéressait chez eux, de ce que j'allais pouvoir travailler avec eux, quoi. Bah, ça, c'est une vraie question déjà de choisir un nom professionnel. Bah, c'est une question que tu t'es posée ou pas? Non, pour ce film, je savais dès le début que ça allait être des noms professionnels parce que je cherchais vraiment un accent. Je cherchais aussi des physiques particuliers, des gens qui avaient une autre manière de bouger, les gestes, les expressions. Enfin, je savais que pour ce film, comme moi je suis jurassienne, j'allais pas y croire de fabriquer un accent ou des gestes, tout ça. En fait, je savais que ça allait être mieux parce que j'aurais pu travailler avec des acteurs, ça aurait été tout à fait possible, mais ça aurait dépendu de moi d'apporter ce naturel, alors que là, en fait, il venait apporter quelque chose que moi, souvent, j'avais même pas imaginé ou qui était mieux que ce que j'avais imaginé. Sur le personnage de Marie-Lise, par exemple, le personnage féminin, elle est mieux que ce que j'ai écrit, vraiment mieux, parce qu'en fait, il y a des subtilités chez elle que j'aurais pas pu inventer. Et ça, je savais que pour un film comme ça, qui est vraiment un film de territoire, j'allais pas réussir. Enfin, ça m'intéressait pas en fait de travailler autrement. Mais ça veut pas dire que sur un prochain, je vais pas me laisser tenter de travailler avec des comédiens aussi. Mais là, j'ai jamais douté, non. Mais alors après, se pose la question quand même de savoir. On sait que c'est différent d'avoir quelqu'un de casting et après de lui donner cette petite feuille de route ou son texte ou et quelqu'un qui peut perdre tous ses moyens ou tout, je sais pas, dans une situation de tournage, quoi. J'imagine il y a une façon de les faire travailler, c'est pas seulement le naturel qui... Non, puis c'est surtout en fait de construire une comment espèce tu les fais travailler, donc Ouais, c'est ça, c'est une espèce de confiance en fait, c'est pas tellement les faire travailler parce que la plupart, ils étaient déjà très bons dès la première casting, hein. Enfin franchement, on me dit souvent comment t'as fait et c'était difficile de les mettre parfois dans la bonne énergie et tout, mais ils étaient tellement forts dès le début. Moi, je les ai trouvés tout de suite très forts dès le premier casting. Mais la difficulté, c'était de créer cette confiance pour pas qu'ils lâchent et qu'ils se sentent toujours, qu'ils aient envie de garder cette envie. Et je devais travailler avec d'autres types de contraintes que ce qu'on fait d'habitude sur un tournage. Là, l'acteur principal, donc Clément Favot, il s'est cassé la jambe. Après une semaine de tournage, il a fait la fête, il a pris sa moto, il s'est cassé le fémur. Et ça, c'est des choses, voilà, un acteur n'aurait pas pris sa moto après, à 8h du mat sans avoir dormi après avoir fait la fête. Probablement qu'il il serait dit peut-être que pour le film, je ne vais pas le faire. Et lui, il l'a fait et on a eu très peur. Et, voilà, et finalement, ça s'est bien passé. On a arrêté le tournage pendant 6 semaines et on a repris après avec un petit boitement, mais on a réussi à s'en sortir. Mais c'est pour dire que on doit forcément s'adapter à une autre approche. Moi, je voulais les protéger au maximum de la pression aussi, on va faire un film qui va être vu, qui va aller au cinéma. Eux, ils se rendaient pas compte de ce que ça voulait dire, ils se laissaient faire, mais parce qu'on avait cette confiance. Et donc, ça marchait. Mais c'est vrai que c'était pas toujours très rassurant non plus, parce qu'on savait pas, chaque jour était un suspense de si on allait tenir la journée. Mais je fais une petite parenthèse, parce que je t'ai fait choisir quelques films, on en reparlera après, mais j'ai vu que tu avais choisi Scheherazade de Jean-Bernard Marlin, que j'avais fait venir pour Scheherazade. Et pour ceux qui ont vu ce film-là, c'est une sorte de Roméo et Juliette à Marseille entre une fille qui se prostitue et un jeune qui se Roméo et Juliette, quoi. Et il y avait la question, et lui sorti de prison, je crois. Il y avait je sais pas s'il n'est pas retourné d'ailleurs, ou c'est ça. Aussi, oui. Et de la responsabilité qu'a un réalisateur de mettre en avant, d'aller à Cannes en général, pas en général, mais là, dans ce cas-là, c'était de faire prendre la lumière à des comédiens qui ne sont pas du tout aguerris, qui ne connaissent pas ce métier et qui peuvent à un moment se laisser griser par ça et y croire. Voilà. Et dans ton film, c'est vrai que je sens, par exemple, Clément, j'ai pas l'impression qu'il veuille faire du cinéma. J'ai pas l'impression que ce soit un rêve pour lui. Non, moi, j'avais pas le même... C'est vrai que je sais que pour Scheherazade, ça a été un vrai enjeu pour le film et pour les comédiens après, pour qui ça a été compliqué aussi ce succès soudain et tout ça. Moi, la chance que j'ai, c'est qu'ils ont depuis le début, ils n'ont aucune envie de changer de vie ou de faire du cinéma. Enfin, ils sont curieux. Clément est quoi? Lui, Clément, il travaille dans la volaille. Il est agriculteur, éleveur de volailles. Et c'est vrai qu'il aime sa vie, il aime sa ferme, il aime ses patrons, il aime travailler. Donc il n'avait pas cette curiosité au début du cinéma. Finalement, il l'a eu pour ce film. Et s'il y a quelqu'un qui est assez motivé pour aller le chercher chez lui pour le faire jouer dans un film, il sera sûrement très chaud. Mais c'est pas lui qui va venir s'installer à Paris, essayer de trouver un agent pour essayer de décrocher des castings. Pas du tout.
Et ils ont tous les pieds sur terre. Après, moi, je les ai vraiment préparés à ça aussi. J'ai jamais voulu en faire des stars et essayer de leur faire... voilà, parce que je trouve que ça ne fait pas rêver à tous les niveaux. Ce métier, c'est pas aussi facile que de se faire comme ça. Eux, ils se sont fait repérer. Ils n'avaient rien demandé à la sortie du lycée agricole et ça leur est tombé dessus. Mais si tout d'un coup, ça devient un projet, après, on se prend des portes, ça peut devenir compliqué. Enfin, c'est autre chose, quoi. Donc, je voulais pas qu'ils pensent que cette expérience était représentative de comment fonctionne le milieu du cinéma. Et je voulais les protéger au maximum pour que ce soit pour que ça se passe bien pour eux. Mais c'est vrai que j'ai pas eu trop ce problème parce qu'ils sont tellement ils sont un peu sauvages aussi. J'ai mis du temps, quoi. J'ai mis du temps à les convaincre de jouer dans le film et tout ça. Et j'avais pas, ils rêvaient pas de succès du tout. Donc finalement, ils ont gardé les pieds sur terre. Même après, Clément, il a refusé d'aller au César et on lui a, évidemment, il voulait. Enfin voilà, il en avait marre de venir à Paris. Il était venu 2-3 fois pour la promotion. Il a dit non, ça va là, j'ai pris assez le train, je suis allé assez. Je vais rester avec mes poulets. Et donc il n'a pas été dans les révélations parce qu'il a dit non. Donc, mais j'ai reçu des messages. Vous êtes sûr qu'il veut pas? Non, il veut pas. Et je trouvais que c'était joli aussi. Et moi, je l'ai pas du tout forcé parce que en fait, pourquoi s'il n'a pas envie de continuer je trouve ça fort aussi de ne pas avoir besoin de cette reconnaissance-là parce que pour lui, ça n'a pas beaucoup de valeur en fait. Oui. S'il y a déjà des questions, évidemment, n'hésitez pas à lever le bras. Je ne suis pas le seul. Oui. Alors je pense que lui n'a pas regretté, peut-être sa mère un petit peu, elle nous a dit vous auriez pu me demander à moi parce que Clément il va dire non à chaque fois. Non, je crois qu'il n'a pas regretté, surtout qu'il a eu quand même le prix Lumière de la révélation masculine, donc c'était aussi une chouette cérémonie. Je pense pas qu'il a regretté, je pense qu'il y a des gens autour de lui qui ont dit t'aurais dû dire oui. Mais après coup, je pense que ça aurait été trop. En plus, il y avait quand même tout un petit film à tourner. Enfin, en fait, c'était pas mal d'investissement finalement. Il faut savoir que si tu fais partie des révélations, il faut aller au dîner des révélations, il faut faire le petit clip de trucs. Enfin, il y a tout un parcours un peu dénommé et tout ça. Et lui, en fait, le mois de décembre, c'est le mois le plus chargé pour les poulets parce que c'est avant Noël et tout. Et il n'avait pas du tout le temps de faire ça et il avait vraiment fait son choix. Et je crois qu'il était très content avec ça. Ouais. Je poursuis ma question quand même du casting, de la direction d'acteurs, donc d'acteurs non professionnels. Tu disais que tu travaillais la confiance, mais sur un plateau, du moins pendant le film, est-ce qu'il y a eu des moments difficiles ou des moments, je sais pas, d'intimité ou est-ce que il y a des moments quand même qui sont particuliers dans le cinéma. On demande d'avoir une intimité alors qu'il y a une équipe de 10 personnes autour. C'est quand même ça, c'est sûr, c'est difficile parce que c'est quand même des rôles difficiles à jouer. C'était quand même des rôles difficiles à jouer. En particulier, je trouve, pour Clément, qui est dans toutes les scènes du film et qui doit jouer, qui se met à nu quand même dans tous les niveaux. Et je savais que ça allait être quand même difficile, mais en fait les scènes qui nous font le plus peur, c'est-à-dire beaucoup les scènes d'intimité, parce qu'en effet déjà de base c'est des scènes un peu sensibles et en plus avec des no professionnels encore plus, mais en fait du coup on les prépare très bien parce qu'on en a peur, eux comme moi, comme tout le monde, on se dit il faut absolument que tout soit très chorégraphié. On a très très peu improvisé, on a tout répété, toutes les scènes du film ont été répétées avant, donc moi je voulais rien laisser au hasard, je voulais surtout pas qu'ils découvrent une scène devant les 40 personnes de l'équipe, quoi. Ça c'était hors de question, parce que je l'avais déjà fait sur un court-métrage aussi de travail avec des non-professionnels et je savais, j'avais laissé une seule scène en me disant celle-là, comme ça on aura la première réaction, et en fait j'ai regretté parce que je trouve ça trop important en fait qu'on soit déjà préparé aux éventuelles fragilités qu'ils peuvent avoir dans une situation, et de le vivre d'abord entre nous, de pouvoir en parler, de pouvoir aussi un peu digérer, parce que parfois il y a une scène on l'a fait puis on se rend compte après qu'en fait on n'est pas très à l'aise, donc c'était important de bien préparer le terrain en fait avec eux, et comme on prépare très bien les scènes d'intimité particulièrement avec une coordinatrice d'intimité, on chorégraphie tout. Avec le chef opérateur, on avait déjà tout découpé avant pour qu'il n'y ait vraiment aucune surprise. On a fait tout ce qu'on pouvait pour les mettre dans le confort dans ces scènes-là. Donc finalement, c'est pas celle qui était le plus difficile à tourner. Parfois, ça va être une scène avec une vache, on s'en sort pas parce qu'il y a une vache. Enfin voilà, ça peut être des scènes d'autres scènes qui étaient difficiles parce qu'il y avait quand même beaucoup de réel et de vrai dans ce qu'on tournait, notamment la scène de vélage, ça c'était pas évident à tourner ou des choses comme ça. Mais je pense que avec les acteurs,
peut-être le plus difficile, c'était l'endurance en fait. C'était l'endurance, et ça je le savais aussi. C'est qu'il y a une journée où Clément pouvait être en pleine forme, et tout d'un coup il nous faisait une journée où c'était facile, et le lendemain du coup il était fatigué, et puis tout d'un coup c'était dur pour lui de refaire des prises et tout ça, donc il fallait continuer de lui donner envie, même si lui il était fatigué, ou alors il avait fait la fête le lundi c'était dur parce que il faisait la fête le week-end, donc le lundi il était couché sur les canapés, par terre où il pouvait, parce qu'il dormait. Donc moi il fallait que je le réveille un peu, ou je sais que le vendredi il en avait un peu marre, donc il y avait des choses à savoir comme ça. Et c'était ça le plus difficile pour moi en fait, c'était de leur donner toujours envie de continuer et de travailler malgré la fatigue. Sur le texte, notamment sur 2 couples, sur le couple que Toton forme avec Maryse et celui qui forme avec sa petite sœur, il y a quand même une précision dans les dialogues, sur le ton de ce qui est dit, sur l'économie, sur les silences et tout ça. Comment tu as travaillé, et avec l'une, et avec les uns, et avec les autres? Alors ça, c'était aussi très écrit, et comme je viens de la région, je connais un petit peu leur manière de parler, ou justement de ne pas parler, beaucoup l'économie de mots, le fait d'être très court dans les phrases. Et c'est marrant parce que chaque interview qu'on fait avec Clément, quand on lui pose une question, il répond limite par oui ou par non. Je lui dis il faut que tu développes un peu, parce qu'il est toujours très très économe dans ses réponses. Et moi j'avais vraiment ça dans l'oreille en écrivant le scénario, donc j'avais déjà écrit un scénario quand même très précis, et quand ça sonnait faux dans leur bouche, parce que souvent le dialogue n'était pas tout à fait bien écrit, je leur demandais de le redire avec leurs mots ou quoi, donc on a travaillé aussi le dialogue ensemble pour que eux soient, quand il y avait un mot qui leur résistait, on changeait, ou voilà. Mais ils étaient quand même contents d'avoir une base et de ne pas avoir complètement à improviser. Je pense qu'avec la petite sœur, ils ont un peu plus improvisé, parce que il fallait aussi plus de moments de vie. Elle est incroyable. Elle est assez incroyable, et surtout c'est vraiment un moteur, parce que les autres étaient un peu plus passifs dans leur manière. Moi je les ai beaucoup dirigés, puis ils se laissaient diriger, mais c'était moins eux qui venaient proposer, alors que la petite, je pouvais vraiment compter sur elle pour donner un peu de vie aux scènes aussi, et on s'entendait très bien. Moi elle vit dans mon village, donc je la connais depuis qu'elle est toute petite, et ce qui a aidé aussi notre complicité. Mais j'ai vu je sais pas combien d'enfants pour ce casting de petites filles, et c'est la seule qui était aussi à l'aise avec les 3. Elle les a rencontrés, elle les menait à la baguette au bout d'1 minute, et alors que toutes les autres étaient complètement terrorisées devant ces 3 jeunes hommes de 18-20 ans, et elle était complètement à l'aise depuis le début. Donc c'était assez fou en fait de travailler avec elle, parce qu'il fallait juste la laisser exister et s'amuser avec eux, et essayer de trouver comment elle pouvait s'amuser dans les scènes, parce qu'au bout d'un moment elle était tellement contente qu'elle s'amusait plus entre les prises que pendant les prises. Donc il fallait trouver comment inverser et tout ça. Donc on a essayé plein de choses, mais c'était assez. Et elle, je l'ai beaucoup dirigée aussi à l'oreillette du coup. Mais j'ai trouvé ça en mi-tournage, malheureusement. J'aurais bien aimé trouver ça avant, mais c'était super, parce que tout d'un coup on avait cette espèce de précision ensemble. On avait comme un dialogue secret toutes les deux, où je pouvais juste lui donner des petites directions. C'était souvent que des directions de déplacement. Tu avances quelques pas, tu regardes par terre, là tu dis ta phrase et tout ça, mais ça faisait qu'elle n'avait pas besoin de penser à mes directions d'une prise à l'autre, parce que ça c'est compliqué pour un enfant plus que pour un adulte. Quand on dit là c'était bien, mais peut-être essayer de le faire plus comme ça, elle doit se rappeler de ce que j'ai dit pendant la prise, et ça perd un peu de naturel, alors que quand elle réfléchit pas, juste elle suit ma voix, ça marchait super bien. Alors je fais les allers-retours avec ta sélection DVD, parce que j'en profite pour ouvrir sur Pacifiction d'Albert Serra, que j'avais fait venir ici, et un film que tu as sélectionné, moi que j'aime beaucoup, et donc il a énormément utilisé Benoît Magimel avec l'oreillette, mais jusqu'à le sadiser un peu, c'est-à-dire à ne rien dire, à le mettre dans une sorte d'embarras, et à voir comment il rebondissait en tant que comédien. Donc c'est intéressant. Ça m'étonne pas, ça m'étonne pas. Mais non, mais c'est assez fou d'ailleurs. Mais c'est assez dingue comme outil, quoi. Est complètement dans ce film, est complètement surprenante. C'est vrai qu'on s'attend pas du tout. Moi, c'est ça que j'ai adoré dans Pacifiction aussi, c'est en fait, on ne sait pas du tout ce qui va nous arriver, le goût du détail, comme ça, du détail de petites infos qu'il va nous mettre par un regard qui nous surprend. Voilà, c'est assez impressionnant. Oui, et puis de voir un vieux routier quand même, comme Magimel, comme ça, un peu mal à l'aise, ou pris au dépourvu, et en même temps étant pleinement le personnage qui... Mais c'est amusant de savoir que... Toi, tu l'as testé sur une... voilà. Mais ça ne marchait pas, l'oreillette, du tout sur les plus grands. Je ne le faisais pas du tout. Parce que, justement, ça les bridait trop, là où j'avais besoin qu'ils soient...
eux, ça les faisait trop intellectualiser ce qu'ils faisaient, alors que elle, pas du tout. Enfin, c'est marrant. Je sais qu'il y a aussi dans les pires, elles ont beaucoup dirigé à l'oreillette. Voilà, moi je l'ai pas trop fait à part pour la Mais c'est petite. curieux parce que en plus c'est un outil où on pourrait se dire mais alors c'est quoi le métier d'acteur quoi. Ouais. On pourrait avoir un peu de distance par rapport à ça. Mais au final, comment on l'utilise, c'est toujours pas la même chose quoi. Qu'est-ce qu'on en fait? Et là c'est question, ouais. Bonjour. Bonjour. J'ai beaucoup aimé le film. Merci. Ça m'intéressait ce que tu dis sur la direction d'acteurs et d'actrices. Tu disais il y en a une qui était plus forte de proposition que les autres. C'est-à-dire que les autres, tu les as beaucoup dirigés et donc toi, tu devais avoir en tête absolument le personnage pour être sûr et vérifier et les orienter à chaque fois. Enfin, j'imagine que ça doit être un travail fou de tout gérer en même temps, de rester focus sur qu'est-ce qui se passe, est-ce que ça représente ce que tu veux montrer, etc. Et donc du coup, je me demandais par rapport à ces autres personnages, comment est-ce que tu les dirigeais s'ils étaient moins force de proposition. Parce que moi je sais que j'ai un peu tendance aussi à me reposer sur ce que proposent les autres. Ah tiens, ça va faire de la vie, c'est super. Mais effectivement, ça peut aussi éloigner de ta vision. Donc je me demande comment est-ce que tu as géré ça, quoi. Ouais, c'est une super bonne question et je crois que la chance que j'ai eue, c'est que moi j'aime beaucoup préparer, beaucoup avant, anticiper et tout ça. Et donc avec mon chef opérateur, on avait beaucoup fait les répétitions ensemble, on connaissait le découpage, on connaissait les décors, c'est ma sœur qui a fait les décors, on a travaillé des mois et des mois avant de commencer à tourner et tout était déjà très minutieusement préparé. Donc moi, mon focus pendant tout le tournage, et ça j'ai tout fait pour que ce soit le cas parce que je savais que c'était là où je devais mettre pour ce film-là toute mon attention, c'était vraiment les comédiens. Et c'était justement comment les amener sans leur mettre trop la pression parce que ils n'ont rien demandé, encore une fois, et je voulais pas trop les mettre... En fait, je pensais toujours à moi-même, moi qui suis pas du tout actrice et qui serait tétanisée si on me demandait de jouer dans un film. Je me disais toujours comment faire... Enfin, si je devais me diriger moi-même, comment je ferais pour me mettre à l'aise, pour essayer de faire la même chose avec eux, en fait, de ne pas partir du principe que, bah oui, ils pouvaient me proposer une scène improvisée, je verrais si j'aime ou si je n'aime pas. Je ne pouvais pas vraiment faire ça avec eux parce que je sentais que ça les mettait trop dans un endroit de fragilité et de vulnérabilité. Et moi, au cinéma, je préfère voir des acteurs qui ont l'air d'être en confiance et confortables que de voir des acteurs qui sont dans cette fragilité et cette peur, ce qui peut être intéressant aussi. Je ne dis pas du tout que ce n'est pas une méthode qui porte ses fruits aussi. Mais dans mon cas, je pense que ça n'aurait pas pu marcher. Donc, c'était beaucoup de travail de penser toujours au film en entier, de toujours se dire là, il en est où le personnage, c'est à moi de gérer. Et je les guidais que par le corps, jamais j'intellectualisais jamais les personnages, j'essayais jamais de leur dire là, tu sais, il a vécu ça. J'étais jamais dans la théorie parce que je savais que ça leur parlerait pas du tout et moi non plus d'ailleurs. Donc je me disais toujours ok, ça sonne faux, peut-être c'est moi, c'est trop statique, je vais leur mettre des caisses devant les pieds pour pas qu'ils puissent marcher, je vais leur rajouter ça, essaye de marcher, voilà, c'était beaucoup de la direction par le corps ou alors tout d'un coup, vous savez quoi, cette scène elle marche pas, donc vous allez juste vous mettre face à face et vous dire le dialogue. Ça a été le cas dans la scène où on est avec Marie-Lise et Toton dans la paille, cette scène elle ne marchait pas en répétition, c'était une catastrophe. Et je me disais, mais comment on va faire parce que c'était artificiel. Oui, c'était artificiel. Mais en fait, c'est toutes ces scènes aussi où on les fait tout d'un coup, où on écrit des choses qui sont pas du tout naturelles. C'est-à-dire, ils entrent dans la pièce, ils sont dans ce truc, ils se regardent, ils se déshabillent un peu, qu'est-ce qui se passe et en fait, tout d'un coup, on essaye la scène et puis on se dit, oula, c'est pas du tout ça que j'avais en tête. Je sais pas ce que j'avais en tête, mais ça ne marche pas. Et c'est là où, en fait, moi, je pense toujours à qu'est-ce qui... j'essaye des choses beaucoup par le corps et dans ce cas-là j'étais avec mon chef opérateur et j'ai essayé un truc beaucoup plus simple en fait. Je me suis dit mais mettez-vous juste face à face et on va commencer un peu plus tard dans la scène, vous êtes déjà là, c'est déjà installé, vous êtes et on a fait cette scène puis on s'est dit mais en fait cette scène déjà c'est un plan séquence, c'est là où on s'est rendu compte que c'était un plan séquence et puis qu'on allait jouer sur les silences, déjà trouver le rythme à l'intérieur de la scène et tout d'un coup c'était trop beau. Avec ce format anamorphique, en fait, une fois qu'on a le format et qu'on peut faire un peu du découpage, c'est un format où on a envie de faire des plans comme ça. Oui, c'est ça. On a tourné en scope, donc c'est un format qui est quand même très propice à mettre deux personnages dans le plan face à face, comme ça. C'est le format du western. Oui, c'est ça, c'est complètement le format du western. Et finalement, moi, cette scène, c'est une de mes préférées, parce que je la trouve tellement simple et elle fait du bien au film parce qu'ils sont tellement en mouvement tout le temps que tout d'un coup, ils sont posés, ils sont face à face. Il y a rien de particulier qui se joue à part ce face à face et ça m'a permis de trouver la scène quoi. Mais eux ils n'ont pas proposé, juste dit ok on le fait face à face. Voilà.
Ouais, beaucoup. Parce qu'en fait, moi, j'ai besoin de réfléchir, j'ai besoin de digérer. Et si je dois réfléchir sur le vif, ben, souvent, ben, t'as la première, la deuxième idée, mais t'as pas le temps d'avoir la 10e, quoi. Et du coup, j'aime bien pouvoir réfléchir aux scènes, les revoir après, chez moi, me dire qu'est-ce qui cloche, pourquoi ça fonctionne pas. Ouais. Et c'est marrant dans ce truc aussi de direction d'acteur. Mais ça, j'aurais fait pareil avec des comédiens. Mais c'est un truc que je fais souvent. C'est souvent, j'enlève le ton. Et c'est là où je trouve la scène. Souvent, on fait une première fois, puis les gens essaient de jouer la scène, quoi. Ils se disent, là, l'intonation, c'est ça, l'intention de la scène, c'est ça. Donc, ils essayent, quoi. Et c'est ce qu'on a fait, par exemple, dans les répétitions avec La Fromagère, avec Zaza, qui est quand même quelqu'un de très intense. Donc, la première répétition, c'était... ça y allait, quoi. Et je dis, essaye vraiment, on essaie de faire la scène sur un ton neutre, c'est-à-dire vraiment, vous ne jouez pas, vous essayez même pas de jouer. Comme si, c'est comme un exercice, quoi. Et souvent, c'est là où on trouve la scène, parce que quand on n'essaie pas de jouer, on met quand même un tout petit peu le ton juste là où il faut, et ça devient juste le bon dosage, quoi. Ouais. Merci. Bonjour. Bonjour. Enfin, bonjour. Non, je voulais, par rapport du coup à la direction aussi, est-ce que tu penses du coup que le fait que tu aies travaillé avec des non-comédiens et toute ta méthode en fait que tu inventes sur le plateau et toute la flexibilité que tu as, tu ferais pareil aujourd'hui avec des comédiens. Enfin, et du coup, est-ce que tu penses que ça va influencer si aujourd'hui tu travailles avec des comédiens sur la façon dont tu envisageais avant la direction d'acteur? En tout cas, oui, moi, on me pose souvent la question comment c'est avec des non-professionnels, et franchement, la seule grande différence, je pense, c'est le fait qu'ils soient pas conscients du projet dans lequel ils sont, et du coup que la responsabilité est plus grande de comment bien les accompagner et tout ça. Mais sur vraiment le travail de direction d'acteur, franchement, j'aurais pas fait différemment, je pense, avec des acteurs professionnels. Je trouve que c'est la même chose. J'aurais dirigé probablement avec le corps aussi, j'aurais probablement épuré aux mêmes endroits, je me serais aussi adaptée, j'aurais peut-être un petit peu plus laissé la place aussi à l'improvisation de temps en temps si je sentais que c'était une envie en face de moi, sûrement. Mais j'ai pas l'impression que ma méthode aurait été très très différente. Ouais, c'est une question hors. Quelles études vous avez faites des études de cinématographie? Alors moi j'ai fait une option cinéma au lycée, mais un peu par hasard parce qu'en fait je n'avais pas vu beaucoup de films dans ma vie, mais pour aller à l'internat et pour partir loin de chez moi, ce qui était le but à ce moment-là, il fallait que je choisisse une option qui me faisait aller dans un autre lycée. Et donc j'ai choisi l'option cinéma un peu au hasard, et j'ai vu des films, j'ai bien aimé, mais je savais pas trop. Je me suis jamais autorisée à m'envisager réalisatrice, parce que c'est comme si, je sais pas, je m'envisageais pas à cet endroit-là, et j'avais peut-être pas beaucoup d'exemples non plus. Et en fait, j'ai fait la fac après à la Sorbonne en cinéma à Paris 1. J'ai fait 3 ans, pareil, sans trop savoir pourquoi, mais je me disais, c'est sympa, je découvre Paris, je connais pas la grande ville, on va voir. Et c'était intéressant, mais pareil, pas fondateur non plus, j'ai pas eu une vocation qui est née à ce moment-là. Mais ensuite, j'ai commencé un petit peu à faire, je suis rentrée à la Cinéfabrique, à Lyon, et j'étais dans la première promotion de cette école, et là j'ai eu beaucoup de chance parce que je suis tombée sur l'école qui me ressemblait, et c'est pas toujours le cas, et là c'était vraiment, il y a une vraie connexion entre les profils qu'ils recherchaient eux et moi, où j'en étais et d'où je venais et tout ça. Et là on a fait beaucoup de direction d'acteurs justement à l'école, tout le monde pouvait réaliser des films, moi j'étais en scénario, mais il n'y avait pas de réalisateur, tout le monde pouvait réaliser des films, donc j'ai réalisé pas mal de courts-métrages, j'en ai fait 5 en 3 ans. Et là, j'ai compris que j'aimais faire ça et que j'étais pas mauvaise à ça. Je me suis dit, disons, en fait, on peut se l'autoriser ou envisager ce poste-là aussi. Mais c'est marrant, moi, c'était pas du tout un rêve d'enfance de faire ça. Et je pense que c'est vraiment de fabriquer des films qui m'a donné envie ou qui m'a fait comprendre que j'aimais ça. Quand tu dis que tu rentrais dans une école qui te ressemblait, c'est-à-dire ? Je pense que c'est une école qui a des valeurs. En fait, moi, je pense que j'avais beaucoup la pression ou le syndrome de l'imposteur venant pas du tout d'une famille de cinéphiles. Et j'avais l'impression que dans ce milieu-là, il fallait être un grand intellectuel pour réussir à peut-être
faire quelque chose et je me sentais pas là-dedans. Ma cinéphilie ressemblait pas du tout à celle des gens qui faisaient du cinéma. Et là, tout d'un coup, cette école demandait pas ça, allait chercher des profils un peu atypiques. On n'était pas obligé d'avoir le bac pour rentrer, donc ça créait vraiment une espèce de mixité de promo. Et on nous laissait vraiment exister avec sa propre identité. C'est pas pour dire que les autres écoles le font pas, mais je pense qu'il y avait une autre pression, une autre. Enfin là, il y avait vraiment une volonté de diversité aussi de parcours. Et moi, dans ma promo, il y en avait un qui avait fait un BTS élevage canin, un autre qui venait de Vaux-en-Velin. Enfin, il y avait un peu une espèce de mixité comme ça qui me ressemblait plus ou dans laquelle je me sentais bien. Et c'est fou parce que je pense que c'est ça qui fait tout, en fait. C'est vraiment faire confiance à son identité profonde et pas essayer de ressembler aux autres, quoi. Et enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça que j'ai compris que je pouvais faire ce métier-là. C'est que j'avais juste à peut-être assumer ce que profondément j'avais envie de faire. Et j'aurais eu du mal à le faire, je pense, à Paris, par exemple. Parce qu'il y avait justement trop cette pression de il faut ressembler, il faut appartenir à ce monde-là. Et moi, du coup, j'ai juste eu envie de faire le truc à ma manière et de proposer le projet qui me ressemblait le plus. Mais sans cette école, j'aurais pas gagné cette confiance-là en moi, je veux dire. Et comme intervenant, ça t'a permis de rencontrer qui ou des personnes qui t'ont marqué ou qui t'ont... Alors oui, il y en a eu plein. Notamment, c'est marrant, j'ai vu qu'il y avait un DVD bien mis en avant de Marcia Romano et Benoît Sabatier de leur film Photogénico. Ah oui. Et Marcia Romano, c'était une intervenante très très importante pour nous à la Cinéfabrique dans notre promo en scénario et qui m'a beaucoup appris, qui j'ai beaucoup appris. Et avec qui j'ai gardé contact, qui a écrit avec nous d'ailleurs 20 Dieux, avec moi et Théo Abadi qui aussi a fait la Cinéfabrique avec moi. Donc ça a été une collaboration qui a continué. Et en scénario aussi, il y a Simon Moutaïrou qui a fait Ni chaîne ni maître, là, qui est aussi quelqu'un qui m'a beaucoup appris, et notamment, d'ailleurs c'est marrant parce qu'on va sûrement voir la première séquence du film, et c'est lui qui m'a vraiment appris à mettre de l'importance et donner de l'importance aux séquences d'ouverture d'un film. Tu le dis, hein, c'est les séquences d'ouverture et les fins. T'aimes bien soigner t'aimes bien soigner tout ton film, mais accorder une importance particulière, quoi. Lui, il disait, dans la première scène d'un film, tu dois déjà avoir tout le film. D'une manière ou d'une autre, tu as déjà le film qui existe, c'est juste qu'après tu vas le développer, mais il faut déjà être complètement... faut avoir tous les éléments, en fait. Qu'après tu vas tisser, que tu vas nourrir, que tout ça. Donc il m'a donné cette envie-là. Puis après, c'est vrai qu'on a eu de la chance, on a eu énormément d'intervenants. On a eu les frères Dardenne qui sont venus une semaine. Et eux, dans le goût du détail qu'ils ont, comme ils choisissent les couleurs, les vêtements, et comme ils construisent le personnage pour que le personnage existe, presque tout seul. N'est pas en fin de vie, je le précise à chaque fois, mais non, parce qu'il y a un petit... ce qui n'est pas vrai. C'est pas... Excuse-moi, je t'ai interrompu. Beaucoup d'intervenants, beaucoup d'intervenants. Mais moi, en fait, je trouvais qu'à chaque fois, ça nous apportait beaucoup, parce que justement, même si c'est différent de son univers, on comprend qu'ils ont tous une identité, qu'il n'y a pas de règles, qu'ils arrivent tous avec quelque chose de différent, une méthode différente et tout ça. Donc on peut un peu piocher là où ça nous inspire aussi. Et c'est là où tu fais, mais tu as répondu à moitié, mais ta famille de cinéma, les gens avec qui tu vas travailler plus tard ou Ouais, complètement. Oui. Ça c'est sûr. C'est un peu l'idée, quoi. J'ai l'impression dans chaque promo. C'est l'idée d'être dans une école aussi, c'est qu'on peut travailler avec des gens avec qui on a envie de travailler après. C'était le cas pour mon chef opérateur, mais on se connaissait déjà aussi avant. Ma monteuse, mon scénariste. Mais moi aussi, je travaille. C'est vrai que j'aime bien mélanger. Et je travaille vraiment avec ma vraie famille au sens propre, quoi. Mes frères et sœurs, mes parents sont très investis aussi dans le film. Moi, j'aime bien aussi mélanger avec des gens qui me connaissent par cœur, mais qui ne font pas forcément du cinéma, parce que je trouve que c'est plus facile, en fait, parce que le but d'un réalisateur, c'est quand même ou d'une réalisatrice, c'est d'essayer de faire comprendre aux autres sa vision du film, de la transmettre. Et je trouve que c'est quand même vachement plus facile quand on se connaît par cœur, quoi. Et bizarrement, on gagne du temps et il faut faire confiance à ça, parce qu'on a toujours tendance, surtout dans le cinéma, je trouve qu'il y a cette peur des producteurs souvent il faut des gens qui ont de l'expérience pour être sûr que le film va être bien. Du métier. Ouais. Alors qu'en fait, je pense qu'il faut surtout suivre à fond la vision du réalisateur, que ce soit de travailler avec des gens, ça peut être avec des gens qui ont 20 ans de métier, comme ça peut être avec des gens qui viennent de débuter, mais si la personne sait vraiment ce qu'elle fait et pourquoi elle cherche à cet endroit-là de travailler avec quelqu'un qu'elle connaît très bien, c'est peut-être qu'elle a des bonnes raisons. Et moi, j'aurais pas pu travailler avec quelqu'un d'autre que ma sœur en décoration, par exemple. C'est sûr, parce que je voulais vraiment des choses tellement précises
Et il fallait quelqu'un qui connaisse le terrain aussi bien que moi et qui soit dans ma tête, quoi. Et ça aurait été beaucoup plus long de traduire ça à quelqu'un d'autre, c'est sûr. Quelqu'un qui parle la même langue, quoi. Ouais, c'est ça. Quoi, ouais. Alors, juste 2-3 mots sur cette scène d'ouverture. Comment elle a germé dans ton esprit? Comment tu l'as écrite? Parce que j'ai l'impression qu'elle a été écrite de manière très précise, qu'elle a demandé beaucoup de moyens aussi, qu'on ne voit pas forcément, mais voilà. Ouais. Alors, c'est une scène que j'ai mis 3 mois à écrire. En fait, au début, j'ai essayé de faire de manière protocolaire le scénario, c'est-à-dire synopsis long, traitement, première version. Et moi, je suis nulle à faire ces étapes-là. Je les trouve très difficiles à écrire. Et donc, à un moment donné, j'ai arrêté de faire ça et je me suis dit, je vais juste écrire cette première séquence et essayer de trouver mon film et mes personnages déjà dans cette première séquence. Donc, j'ai écrit cette scène. Ça m'a mis 3 mois. Et ça m'a vraiment aidé à trouver le film et à comprendre dans quelle direction j'allais. Donc, ça a été déjà un long travail d'écriture où j'ai été accompagnée, mais où j'ai commencé ce travail-là. Puis, après, c'est vrai que c'est intéressant de parler du budget pour ce genre de scène, parce qu'en fait, quand on produit un film, il y a plusieurs manières de faire. On peut décider de un peu mettre l'argent partout, mais on va forcément faire des compromis, mais de faire des compromis un peu partout, mais le moins possible. Ça, c'est une des méthodes. Alors que moi, je préfère être drastique, c'est-à-dire faire vraiment des gros compromis à un endroit, mais ailleurs, y aller et mettre le paquet, quoi. J'aime bien les contrastes, en fait, que ce soit dans des scènes avec beaucoup de figuration, puis des scènes très intimes et tout ça. Donc j'ai pas peur de faire des compromis, d'effacer une scène, de la remplacer, d'essayer de trouver comment elle peut ne pas être chère, d'enlever une cascade, tout ça. Ça me fait pas peur de penser financièrement comment... C'est intéressant aussi, c'est une belle contrainte d'écriture, de penser comment on peut réécrire le film pour qu'il soit moins cher. Mais par contre, il y a des scènes où je voulais pas lâcher, et pourtant c'était dur de garder. On avait 300 figurants pour cette scène-là. On a voulu recréer, parce qu'en fait, il y a... Cette scène, donc on rentre dans un comice qui est une sorte de concours de beauté pour vaches, en gros. Et moi, j'aurais pu décider d'aller dans un vrai comice. Tout le monde me dit, mais fais ça, c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup moins cher. Tu vas en mode docu, tu mets caméra sur épaule, tu suis ton personnage, et voilà. Mais moi, non seulement je voulais que la déco soit très précise, que les couleurs, c'est la première scène du film quand même, donc je voulais quand même construire visuellement cette scène de manière précise. Et je voulais aussi faire une vraie construction sonore de ce film. Donc en fait, au tournage, on a laissé 2 heures de son seul, où on a réenregistré chaque petit son de cette fête. Ensuite, en montage son et en mixage, ça a été une scène qui a été très longue et très importante pour diriger le regard, en fait, parce que c'est une scène où on déploie beaucoup de moyens, mais tout est flou. Donc ça aussi, il fallait assumer de mettre 300 figurants qu'on ne voit pas dans le plan. Mais l'idée, c'était que le son vienne un peu nous guider notre regard, vienne un peu nous emmener là où je voulais en fait, qu'il y ait une précision de l'image grâce au son. Et ça a été un long travail de préparation aussi. Donc voilà, tout ça, on s'est beaucoup déployé, mais je trouvais que ça valait le coup de se déployer comme ça ponctuellement sur des scènes comme celle-là, ou la scène du bal, ou la scène du stock car, qui sont des scènes qui sont importantes, et que si on y va à moitié, on n'y croit pas du tout. Et en fait, la première scène, on a besoin d'y croire, parce que c'est là où on rentre dans l'univers du film. Donc si la première scène, il y avait 10 figurants, on n'y croit pas du tout dès la première scène, et on a du mal à rentrer dans le film, quoi. Et c'est un mélange entre beaucoup de choses, beaucoup de détails vrai, dans le sens que moi j'ai observé plein de trucs en comice, plein de choses que j'avais envie de remettre, de la Maréchale Ferrand, plein de petits détails dans le film qui étaient observés de la vie, et d'autres choses où aussi on s'est un peu autorisé. Et c'est ça qui est bien aussi quand on fait une reconstitution d'une fête comme ça, c'est qu'on peut aussi un peu s'amuser, quoi. Par exemple, ces bottes de foin rose là, on aimait bien la couleur, ça, il y en a un peu partout, mais on les a mis en rond, puis au milieu on a mis un trampoline et on voit des enfants sauter sur ce trampoline. Ça, on a inventé ça avec ma sœur, on s'est dit ça va être trop bien, ça va mettre un peu de hauteur, parce qu'on cherche toujours aussi à jouer sur plusieurs niveaux. Donc on a aussi inventé des concepts un peu. Et le veau dans la voiture, par exemple, ça c'est un vrai truc de comice. Pour qu'ils aient chaud, ils les mettent souvent dans les voitures. Ah oui, d'accord, donc moi, une fois, je suis allée dans un comice. La première chose que je vois dans le parking, c'était un veau dans une voiture. Je me suis dit, ça tienne, je vais le mettre dans mon film en première image, quoi. Et donc c'est plein de petits détails, entre des détails que nous qu'on aimait esthétiquement, qu'on a inventé pour mettre un peu de vie dans ce plan séquence, et d'autres choses qui venaient de choses que j'avais observées, que j'ai vues. C'est plein de petits détails. Et ce qui est aussi intéressant peut-être à savoir, c'est que donc il y a 300 figurants, et ces 300 figurants, je les ai choisis tête par tête, quoi. Je veux dire, c'est parce que dans les films, il y a plusieurs manières de fonctionner avec les figurants. Ça peut être juste une foule,
Où après, moi, je trouve que ça raconte aussi vraiment quelque chose sur le décor et sur où on est. Et en fait, c'est ça qu'on raconte dans cette première séquence, c'est où on est, quel public on va voir dans ce film-là et avec qui on va passer aussi 1h30 de film. Donc, particulièrement ceux autour de la buvette, là, je connais tous les noms, prénoms de chaque figurant que j'ai vraiment choisi très très minutieusement, et ça c'était très important pour moi. Mais d'ailleurs au bal aussi, je les connais tous. Et d'ailleurs parce qu'il y a un vrai Toton aussi qui est pas, je me suis pas inspirée de sa vie pour faire le film, mais c'est quelqu'un avec qui j'étais en primaire à l'école qui fait partie aussi un petit peu de cette jeunesse qui m'a inspiré le film. Et c'est lui qui dit le vin Dieu avant le titre. Donc il y a aussi plein de petits clins d'œil comme ça. Tu parlais, je sais que tu parlais du son, de l'importance du travail sur le son que tu avais fait. C'est vrai qu'on avait reçu à la boutique la réalisatrice argentine Lucrecia Martel, que tu connais peut-être, et qui, elle, a tout un discours aussi autour de ça. Presque le son prime sur l'image, c'est-à-dire qu'elle constitue sa scène en fonction du son. C'est quand même presque comme si la caméra devait bouger en fonction de la captation de son qu'elle en faisait, et comment elle travaillait, presque les surfaces des sols, et comment c'est un travail passionnant. Et ça faisait écho avec toi, ce que le soin que vous avez donné au moment du mixage de cette scène, mais le son en général dans ton film. En fait, le son pour moi c'est tout aussi important que l'image en tout cas. Et si j'avais pas réalisé des films, j'aurais fait du son, c'est sûr, parce que je trouve que c'est tellement intéressant. Moi d'ailleurs, je travaillais beaucoup sur le film avec l'ingénieur du son pour travailler le jeu d'acteurs aussi, parce que c'est quand même les premiers qui entendent les acteurs et qui peuvent entendre le jeu et tout ça. Donc c'est des partenaires très importants aussi pour moi pendant le tournage. Et mon monteur son, moi j'ai un peu découvert aussi sur le film l'importance du montage son, parce que sur un long métrage c'est un autre travail, je trouve. C'est vraiment on compose une partition sonore, on va chercher des sons et on doit trouver le rythme du film avec le son, parce qu'en fait ça change tout. Une scène peut être molle ou tout d'un coup très dynamique grâce au son, et je trouve qu'il faut vraiment pas lésiner sur le son, c'est très très important. Et presque on réécrit le film pour moi au moment du montage son. Et donc le monteur son n'en revenait pas, c'était la première fois de sa vie qu'il y avait une réalisatrice qui passait tous les jours avec lui dans la salle de montage son. Il m'a dit jamais vu ça. Donc souvent il passe 1 ou 2 jours. Et c'est vrai qu'au mixage aussi, pour moi c'est des étapes qui sont très très importantes, mais parce que c'est un film qui repose beaucoup sur du détail. Il y a des films qui reposent plus sur des situations ou sur du dialogue ou quoi, où il y a moins de travail de vraiment partition sonore. Et moi il n'y avait rien qui était laissé au hasard une fois de plus sur... Il y a plein de scènes où aussi pour le jeu d'acteur c'est important de dynamiser. Tout d'un coup il va y avoir une scène un peu statique où les trois par exemple quand ils discutent, il y a Jean-Yves qui répare sa voiture et les deux sont dans le pneu là en train de discuter. Cette scène, juste de rajouter une mobilette derrière ou tout d'un coup de dynamiser un petit peu avec le montage son, ça fait vivre cet espace là, et tout d'un coup plus rien n'est artificiel et on y croit. Mais parfois il manque, on peut vraiment habiller aussi un acteur avec le montage son. C'est très important pour la direction d'acteur jusqu'au bout en fait. On travaille ça. Tu avais vu Chien de la Casse ou pas ? Je l'ai pas vu. Ah, incroyable. Non, ouais, je l'ai raté. Non, je vais le voir. Je sais que mais c'est très étonnant parce que ça me semblait tellement évident, parce que vous êtes un peu. Ce sont des premiers longs. On a des parcours un peu similaires et tout ça. Non, mais je suis sur le coup. C'est un cousin, quoi. C'est un cousin. C'est complètement un cousin. D'accord, ok. Ah oui, c'est intéressant. Ok. Donc je vais pas te poser des questions sur Chien de la Casse. Je ne saurais répondre. Des questions, s'il y en a, n'hésitez pas à lever le bras au fond. Ouais. Merci. Bonsoir. Est-ce qu'il serait possible de nous en dire un petit peu plus sur le titre du film, sur sa signification, ce qu'il évoque ? Avec grand plaisir. J'ai pas de grandes analyses non plus à dire sur le film, sur le titre. En fait, ça s'appelait Toton pendant longtemps, sans grande surprise non plus. Et à un moment donné, il y a une nouvelle version de scénario qui sortait pour un nouveau dépôt au CNC, qui est quand même le moment un peu crucial du financement d'un film. Et j'avais besoin que le film ait un peu un nouveau souffle, et donc de changer de titre. Et c'est vrai que Vin Dieu, moi je l'écrivais tout le temps parce qu'on utilise beaucoup cette expression dans le Jura. Je crois qu'il y a d'autres régions où c'est le cas aussi, mais c'est quand même une expression un peu datée qui chez nous ne vieillit jamais. Continue d'être utilisée beaucoup par les jeunes. Moi je devais les retenir un peu sur les Vin Dieu, les jeunes, parce qu'ils le disent tout le temps.
Et donc, et en l'écrivant, je connaissais pas l'orthographe. Je crois qu'il y a plusieurs orthographes qui sont un peu acceptées, mais je veux dire, l'orthographe de base, c'est 20 dieux comme ça. Et tout d'un coup, de le voir écrit, ça m'a donné envie de le mettre en titre parce que je trouvais que ça leur allait bien, cette allusion aux dieux en parlant de ces jeunes-là. Je trouvais que c'était un joli parallèle et que ça allait bien au film parce que c'est aussi un film tellement de territoire que c'était joli aussi d'utiliser une expression régionale pour en faire le titre. Mais c'est vrai que ça a été vraiment... c'est l'orthographe qui m'a donné envie d'en faire un titre, en fait. Est-ce que le film correspond à l'image que tu en avais avant de le faire? Moi, j'adore cette question. C'est peut-être la 2e ou 3e fois qu'on me la pose, donc c'est pas beaucoup, pour vous dire, c'est pas souvent. En fait, c'est marrant parce que je pense que oui, exactement, et en même temps pas du tout. Parce que quand on écrit, forcément, on s'imagine, surtout moi, en tout cas très précisément des images. Toton était brun dans ma tête. Enfin, il y avait beaucoup de choses qui étaient forcément visuellement très différentes de ce qu'il y a dans le film. Mais maintenant, quand je vois le film, c'est exactement ce que j'imaginais du film. Donc c'est un peu, en même temps pas du tout, mais tous les choix qui ont été faits, je trouve que le film me ressemble à la fin. Et c'est pas toujours le cas. On se rend pas compte de ça, mais on peut complètement être dépassé par son propre film, et ça arrive souvent. Et ça doit être terrible parce que après on le suit longtemps. Donc si on n'est pas en adéquation avec ce qu'on a fait, et ça peut être pour plein de raisons, que ça s'est pas bien passé avec le chef-op, pas bien passé avec les comédiens, qu'il peut y avoir tellement de paramètres, qu'on a fait trop de compromis, que le budget était pas assez, qu'on n'a pas eu assez de temps de tournage. Enfin, tous ces paramètres qui sont quand même très fréquents peuvent faire qu'il y a des endroits où on regrette, où on trouve que le film nous ressemble pas complètement. Et ça doit être vraiment difficile parce que c'est quand même un long parcours de faire un film. Et moi, en tout cas, j'ai beaucoup de chance sur les gens qui m'ont accompagnée. J'ai aussi bien choisi mon entourage, mais j'ai aussi eu une productrice qui m'a très bien accompagnée, qui a accepté de faire les choix que je voulais faire, qui étaient des choix assez radicaux, et elle m'a vraiment fait confiance et suivi là-dessus. Donc j'ai eu la chance de tellement garder toujours l'identité du film intacte, qu'à la fin, moi en tout cas, le produit que je vois, c'est le produit qui me ressemble ou qui ressemble à tout ce qui était important pour moi et dans le film. Et du coup, j'ai l'impression que c'est le film que j'avais imaginé. Mais évidemment que si on revenait dans ma tête au moment de l'écriture, ce serait probablement très différent à plein d'endroits. Mais je pense que l'identité du film est restée, a réussi à subsister à tout ce qui se passe en fait pendant tout ce processus de création qui est long et qui a beaucoup d'embûches et qui peut... emmener à des résultats très différents, quoi. Mais oui, je poursuis un peu par rapport à cette question-là de l'identité du film, parce que toi, tu assumes totalement aussi l'identité un peu hybride, comme tu l'appelles, de ton film, qui est une sorte d'éducation sentimentale, mais ça peut être aussi une ode à l'amitié. Il y a un drame social, il y a quand même la représentation de ce du milieu paysan, qui est quand même assez balisé. Et voilà, et ton film est à toutes ces entrées-là. Et je sais pas, j'imaginerais un producteur peut-être un peu mal intentionné qui dirait mais ton film, on ne sait pas dans quelle case le mettre, quoi. C'est quoi? C'est pas un drame, c'est un peu une comédie, c'est personne ne sait où le mettre. Ouais. Voilà, c'est ça. Et donc toi, comment d'arriver à tenir ce cap-là, et c'était encore une fois le film qui était aussi sur le papier et qui était à l'écriture. Non, ça c'est vrai que c'est très difficile de garder ça et c'est déstabilisant parce que je pense que beaucoup de gens avaient surtout à l'écriture, on pouvait lire plusieurs films et je pense que c'est plus que ce côté il rentre dans aucune case. Je pense que tout le monde s'en est rendu compte à la fin. Ils se disent ah mince, maintenant on dit quoi? On dit que c'est quoi en fait? C'est quoi ce film? Mais donc ce côté un peu hybride, je pense qu'il s'est incarné vraiment avec le film fini. Mais je pense qu'à l'écriture, au scénario, il y a certains qui lisaient vraiment un drame, d'autres vraiment une comédie, d'autres vraiment et en fonction de la personnalité du lecteur, le film pouvait prendre une direction ou une autre, je pense. Et on avait plus cette liberté, en tout cas, d'interprétation qui amenait le film dans une direction ou une autre. Et ça, c'est difficile parce qu'on doit défendre son film pour les financeurs et tout ça. Et en fait, à ce moment-là, parfois, on se retrouve face à des gens qui n'ont pas compris le film qu'on voulait faire. Et il faut quand même tenir bon, alors que c'est un premier film, donc on a la trouille à chaque rendez-vous. On ne sait pas si le film va se faire, c'est très fragilisant. Et on est face à des gens qui sont très sûrs d'eux, alors que nous, on est très vulnérables. Donc tout ça fait que ça peut être facile de perdre son film à ce moment-là, par exemple. C'est très facile. Mais je pense que moi, c'était tellement important pour moi, la représentation de cette ruralité-là. Je voulais tellement pas lâcher. Et je voyais que les gens étaient quand même plein de préjugés sur ça.
Et j'étais tellement sûre de moi parce que je l'avais tellement vécu et je l'avais tellement senti et je savais exactement précisément tous les écueils que je voulais éviter en fait dans ce film. Donc dès que je sentais que quelqu'un voulait m'emmener vers cet écueil-là, j'avais aucune envie d'y aller et c'était viscéral. Donc ça, je pense que ça m'a sauvée. C'était un peu ce film ou rien et j'étais prête au rien. Et je pense que quand on n'est pas prête au rien, bah, c'est là où on s'adapte pour faire plaisir et qu'on peut perdre son film. Mais moi, je savais qu'à tout moment, bah, peut-être j'allais pas faire ce film et c'est pas grave quoi. Mais c'est bien parce qu'en le revoyant, par exemple, il y a une scène, la scène de la mort du père, par exemple, l'accident. La façon dont c'est préparé avec le bal, la scène du bal où tout ça peut se terminer en baston et il y a cette course-poursuite là en moto et la façon dont la mort est traitée, dont la mort plane et la façon dont elle est traitée, c'est-à-dire qu'elle n'est pas là où on l'attend, c'est-à-dire qu'on a peur pour eux mais en même temps ils s'en sortent, mais ils vont devoir faire face Toton va devoir faire face à la mort de son père, voilà. Et comment cette mort-là elle est traitée et la vie continue. Et ça rejoint ce que tu disais aussi sur la. Moi aussi, je viens d'un lycée où il y avait pas mal de viticulteurs et où ça m'a rappelé. Je me suis rappelé des jeunes qui ont eu des accidents mortels de voiture ou de mobilette. Et c'est vrai que c'est des choses qui se passent à la campagne. Et ça m'a rappelé ça et la façon dont on le vit et on passe à autre chose. Et je trouve que ton film avance aussi à coup de ça et c'est pour ça qu'il est fidèle, il est solide par rapport à ça, par rapport à ce genre. Et je pense que c'était la plus grosse difficulté parce que je pense que ça c'était tellement pas courant dans le cinéma de traiter la mort sans en faire le centre du film et de traiter le deuil de manière vraiment différente de ce qu'on a l'habitude. Ça déstabilisait beaucoup les lecteurs au début et beaucoup m'ont dit mais en fait bah ça passe, on s'en fout en fait qui meurt le père. Et en fait c'est pas qu'on s'en fout, c'est qu'ils n'ont pas les clés à ce moment-là de réagir. Exactement. Ils retiennent, ils n'ont pas les clés. On n'est pas, enfin moi là d'où je viens, les gens vont pas parler de leurs sentiments, aller voir des psys, essayer de voilà enfin le deuil se traite très différemment, en tout cas de moi ce que j'ai observé autour de moi. Et je trouvais ça intéressant de le montrer aussi comme ça et ça c'était fou dans le casting parce que ça a tellement confirmé ce que je voulais raconter que j'avais plus de doute non plus là-dessus. À quel point en fait des gens qui avaient des vies hyper dures en parlaient avec une légèreté mais déconcertante et tout d'un coup ils racontaient que leurs copines venaient de les larguer, ils étaient au bout quoi, ils étaient tout d'un coup effondrés. Et comment en fait on s'effondre pas là où on l'attend, mais dans la vie en fait on s'effondre pas là où on l'attend. Souvent on tient aux endroits où c'est dur et puis en fait on va lâcher là où tout d'un coup on a un petit endroit où on est fragile quoi. Et je trouve que c'est beau la fragilité à un endroit un peu enfin voilà, un peu décalé. Enfin, je trouve que ça ressemble tellement plus à la vie, en tout cas dans cette région que je connais bien. Et je trouvais ça beau de traiter le deuil, justement pas de manière frontale, mais de manière un peu décalée, qui ressemblait plus à mes personnages. Donc moi, j'avais pas peur de ne pas traiter le deuil. Pour moi, je le traitais, mais juste je le traitais tellement différemment de ce qu'on avait l'habitude de voir que j'ai lutté beaucoup pour ça pendant l'écriture. Ouais. Oui, et puis même les loyautés, les amitiés, la façon dont ils sont traités, la façon dont on se fâche avec un ami, comment ça fait plus mal que le point qu'on se prend, ou ces déceptions-là sont plus dures. Et en même temps, des gestes simples sont beaucoup plus réparateurs. Oui, c'est des gens en fait, qui sont dans l'action et pas dans le discours. Et donc, ça aurait été les trahir que de changer ça. En fait. Et ça, j'étais aussi... C'était facile parce que j'avais des acteurs qui incarnaient tellement ça dans leur vie que j'avais juste à aussi m'inspirer d'eux pour que ça ressemble à mes personnages. Quoi. Allez, une dernière question. La lumière du film, c'est de la lumière naturelle principalement ou parce qu'elle est vraiment belle. Enfin, je sais pas, il y a un truc. Alors, c'est un peu un mélange. On a mis beaucoup de lumière naturelle. Je pense par rapport à la plupart des films, on était très très léger en lumière. Justement, quand on parlait de où est-ce qu'on met l'argent, je pense sur beaucoup de films, pour être assuré que l'image va être belle et qu'au moins ça va sauver le film d'une manière ou d'une autre. Beaucoup de gens mettent beaucoup d'argent dans le matériel pour l'image. Et avec mon chef opérateur qui lui vient aussi du documentaire, on n'avait pas peur aussi d'être beaucoup plus dans l'économie. Donc il y a beaucoup de scènes qui sont en lumière naturelle. En fait, nous, on met beaucoup d'importance au choix de l'optique. C'est ce qui est le plus important pour nous, de trouver la bonne, le côté un peu organique comme ça, la bonne texture en fait. Voilà, la bonne texture.
et ce qui permet ensuite de donner vraiment une identité à la lumière, même à la lumière naturelle, ça lui donne vraiment une identité. Donc nous, ce qu'on a choisi, c'était un peu risqué aussi parce que c'était des vieilles optiques russes anamorphiques que personne n'utilise parce qu'elles sont un peu capricieuses, qu'on peut pas faire beaucoup de mouvements avec. Mais comme nous, on a un découpage très très simple, très sobre, ça correspondait assez bien à ce qu'on voulait faire. Donc on a pu travailler comme ça, et je pense que c'est vraiment ça qui donne cette chaleur aussi et cette identité forte à la lumière, et on n'avait pas peur des contrastes forts. Donc des fois on est en vraiment plein soleil où on assume des entrées de lumière très fortes, ou alors vraiment des plans très sombres On voit quasiment où rien. on voit quoi. quasiment Ouais. rien. Et ça aussi, je pense que ça se fait pas souvent, mais on voulait que dans les scènes où ils sont en moto, en fait à la campagne il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de lampadaire, on peut pas se reposer sur des choses de lumière extérieure, donc on va pas nous mettre des énormes lumières pour qu'on voit quelque chose alors que en fait on voit rien, et on voit juste ce qu'il faut. La scène de la mort du père par exemple, c'est une scène où il y a très très sombre, mais on a juste ce qu'il faut de lumière dans les yeux pour sentir l'émotion du personnage, mais on n'éclaire pas plus que nécessaire. Donc on a joué aussi des contrastes très forts comme ça, et ça on est très raccord avec ça, avec mon chef opérateur. Enfin, de toute façon on est très raccord sur tout, c'est vraiment une très très belle collaboration que j'ai eue. Il s'appelle Elio Balezo, il n'avait jamais fait non plus de long métrage, il avait juste fait donc pas mal de documentaires, il a travaillé avec Lifshitz justement sur ses derniers films. Ok, d'accord. Qui est la même productrice Sur que Casa que Susana, moi. non, Non, il a travaillé sur Madame Hoffman, voilà. Ouais, c'est ça. D'accord. Et sur le prochain, enfin voilà, il est beaucoup dans le documentaire, mais voilà, c'est quelqu'un avec qui on est toujours hyper raccord et qui a pas peur. En fait, il se la pète pas du tout par l'image, je sais pas comment dire. Il a pas du tout besoin de se faire remarquer. Il est vraiment au service de la mise en scène, et ça, c'est trop bien parce que du coup, on peut réfléchir. On n'a pas peur d'être très sobre à des moments, et en même temps, c'est une esthétique qui nous ressemble, quoi. Alors, donc, je suis super content parce que je demande à tous les invités une liste de films, et puis quand j'ai reçu la tienne, ça penche du côté des Américains quand même, Ouais. mais je sais pas, c'est assez éclectique. Alors, comme ça, rapidement, il y a Le Privé de Long Goodbye de Altman, Erin Brockovich, de Full Monty, Magic Mike, Les Merveilles d'Alice Rohrwacher, Duel au soleil King Vidor. Mais alors après tu mets des petites précisions, je l'ai vu il y a longtemps, il a peut-être vieilli. Ouais. Alors quel souvenir t'en as de Duel au soleil par exemple? Non, mais parce que moi j'avais adoré ce film, ce truc un peu transpirant, fatigant, éprouvant, Ouais. et en même temps ces acteurs magnifiques. Grégory Peck qui est trop beau. J'ai un souvenir plutôt très visuel quand je dis que je m'inspire du western un peu pour c'est à ce genre de film que je pense, quoi. Ouais. Ces films où ça transpire, mais en même temps ça transpire de manière un peu sexy comme ça. C'est ce genre de film auquel je pense, mais je pourrais pas retracer exactement. Je me rappelle de l'histoire vaguement, mais c'est pas l'histoire qui m'a marqué, c'est vraiment cette esthétique là. Ouais, en plus une lumière, une photo, moi dans mon souvenir aussi qui est western toujours quelque part, Thelma et Louise. Ouais. Road movie Ouais, quoi. ça, ouais. Voilà, Thelma et Louise. Un classique. Un classique. On a parlé de Sherazade, Mad Max Fury Road. Ouais, mais un peu, parce que moi je le mets dans les westerns. Presque. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai trouvé que c'était trop bien parce que c'est un peu. J'aime bien les vieux aussi, mais tout d'un coup, c'était une belle proposition d'un remake comme ça, avec des acteurs que je trouve super aussi, et un truc tellement épuré. Et un peu, ouais. En fait, c'est sexy. Moi, c'est souvent le maître mot, et je disais ça avec mon chef opérateur, je disais, il faut que ce soit sexy, j'ai envie que ce soit sexy, moi. Et Mad Max, je trouve ça hyper sexy. Ouais. Alors, un film que j'adore, je crois que c'est un des films que j'ai vu plus de fois, c'est Piège de cristal, Die Hard. Ah ouais. Qui a une sorte de. Mais il est génial, ce film. C'est juste les John McTiernan. costumes. Les costumes de ce film sont incroyables. Attends, c'est-à-dire précise. Parce qu'il y a un seul costume qui dure tout le film, parce que le film se passe sur une nuit, quoi. Voilà. Et du coup, il y a une évolution du costume et de la patine du costume de Bruce Willis dans ce film qui est magnifique. Enfin, il y a une espèce de... Il commence avec un Marcel blanc qui finit noir, et ça se fait progressivement comme ça. et justement, que ce soit le maquillage ou le costume du personnage évolue. Enfin, moi, je trouve que c'est une des grandes forces de ce film, c'est la simplicité justement un peu du. Et en même temps, la structure complètement western, voilà. reclus, le fidèle, le pouvoir corrompu, le méchant qui est parfait, Alan Rickman qui est quand même la comédie de remariage. Ouais. C'est-à-dire qu'il retrouve, c'est génial.
Et l'action, quoi. L'action, Ouais. toujours l'action. Ouais. Qui est... alors, je continue les sexy. Beau travail de Claire Denis. Ah ouais, magnifique. Ouais. Bah ça, par exemple, je pense que ça m'a vraiment marqué esthétiquement, mais pas seulement justement dans la. Je pense que c'est la première fois que je voyais un regard de femme au cinéma qui me parlait autant, parce qu'elle est vraiment dans le corps. Parce que le cinéma français, c'est pour ça qu'il n'y en a pas beaucoup aussi dans ma liste, c'est que je pense qu'il y a aussi une culture de quelque chose de un peu plus intellectuel, un peu plus verbal. On est moins dans le corps souvent. Et Claire Denis, elle a ce truc dans tous ses films, elle a une manière de raconter et de filmer les corps, elle n'a pas peur, quoi. Elle y va. Il y a des scènes justement dans Beau Travail où elle filme ces corps d'hommes qui se battent. Je trouve que c'est une super idée. C'est comme Magic Mike aussi, pour moi, qui est une super idée d'aller filmer ces corps d'hommes luisants, mais de remontrer les coulisses, c'est-à-dire pas juste dans le côté superficiel, mais justement de rentrer dans les fragilités, les vulnérabilités, mais sans en faire un discours, mais juste à travers quelques plans, quoi, d'aller chercher la vulnérabilité dans les corps, quoi. Et moi, je trouve que ce film, et pour ça, il est bouleversant. Enfin, l'image est bouleversante, les acteurs sont bouleversants, et il parle quasiment pas. Oui, c'est un film on entend le vent, quoi. Ouais, voilà. Mais que je trouve magnifique. Ouais. Et j'aime beaucoup aussi Premier Contact de Denis Villeneuve, que j'ai pas revu, mais qui est un film qui m'avait énormément marqué. Ouais. Oui, alors que moi j'avais vraiment très peu d'attentes parce que c'est pas du tout le genre de film que je regarde. Science-fiction. Science-fiction, je suis pas très science-fiction, mais ce film je l'ai trouvé tellement subtil, tellement juste, tellement profond et bouleversant, quoi. Vraiment il y a une profondeur, une simplicité aussi. En fait, il y a une espèce de simplicité de l'idée, du concept qui se tient tellement bien. Enfin, moi j'avais adoré. Allez, un dernier. La chatte sur un toit brûlant. Richard Bonks. Toujours sexy, toujours en fait. Toujours sexy. Paul Newman, on peut pas faire mieux quand même. On peut pas faire mieux. Ouais. Mais c'est une période que j'aime bien, mais aussi j'aurais pu mettre Elia Kazan et j'aurais pu mettre d'autres films que j'aime beaucoup de cette période-là. Mais c'est vrai que Paul Newman, quoi. C'est pour ça que j'ai choisi La chatte sur un toit brûlant. Je comprends. Un grand merci à toi, Louise. Merci à vous, merci. Donc vous pouvez acheter le DVD ou le Blu-ray de 20 Dieux vers la caisse principale et on fera la dédicace là-bas vers la caisse. Super. Si tu veux bien.